Mike et moi n'aurions pas dû nous retrouver là-bas. L'itinéraire qu'on avait pris était une erreur dès le départ. Et quand on s'est égaré, la décision de longer un ruisseau asséché semblait logique. C'est justement ce ruisseau qui nous a menés là, à un ancien périmètre militaire qui ne figurait sur aucune de nos cartes, ni dans aucun guide touristique sur Yellowstone. On est resté là pendant une dizaine de minutes, à regarder en silence, une clôture faite d'un grillage épais et rouillé, s'étendant des deux côtés et se perdant dans la forêt dense. Le bord supérieur était renforcé par 3 rangées de barbelés, eux aussi vieux et recouverts d'une couche brune. Tous les 50 mètres, des panneaux décolorés mais encore lisibles étaient accrochés aux poteaux. Le métal était tordu, la peinture écaillée, mais l'inscription était claire. En anglais, on pouvait lire « Interdit, zone morte » et la date 1952. On savait tous les deux que ça voulait dire 1952. Derrière la clôture, à environ 200 mètres les unes des autres, on pouvait voir 4 tours de surveillance. Elles te ressemblaient à des squelettes d'animaux préhistoriques, des structures métalliques rouillées, sans aucun signe de revêtement ou de vitrage. Juste une carcasse nue, pointée vers le ciel. « C'est quoi ce truc ?» Mike a enfin rompu le silence. Sa voix était douce, presque un murmure. « On dirait un site militaire, » ai-je répondu. « Très vieux, 1952, la guerre froide bat son plein. Qu'est-ce qu'il pouvait donc bien faire ici ?» Il me regarda. Mike avait toujours été plus pragmatique et en même temps plus curieux. Moi, j'étais plutôt du genre à suivre les règles. Et là, tous mes instincts me criaient de faire demi-tour et de partir. Un silo à missiles? Un site d'essai? Ai-je suggéré. Peu importe, ce n'est pas sur la carte, donc on ne devrait pas le voir. Mais on le voit, a rétorqué Mike. Il s'est approché de la clôture et a tiré sur le grillage. Ça a fait un bruit sourd et grinçant. La structure était étonnamment solide. Je veux voir ce qu'il y a là-bas. Mike, c'est pas une bonne idée. Les panneaux sont là pour une bonne raison. Zone morte, ça ne semble pas très accueillant. Ça fait plus de 70 ans. S'il y avait quelque chose de dangereux ici, ça a dû se désintégrer ou être désactivé depuis longtemps. En plus, regarde, dit-il en montrant le bas de la clôture. On a déjà eu de la visite. Je regardais de plus près. À un endroit, le grillage avait été soigneusement coupé et plié, formant un étroit passage. Le sol en dessous était tassé, mais les traces étaient anciennes et recouvertes d'herbe. Quelqu'un avait fait ça il y a longtemps. Ça ne change rien, c'est probablement une propriété fédérale. S'introduire dans ce genre d'endroit est un délit grave, tentai-je encore de le dissuader. Qui va nous voir? Le garde forestier n'a pas mis les pieds ici depuis que cette clôture a été construite, on dirait. On a un compteur Geiger. Si le niveau est élevé, on partira tout de suite. Allons juste jeter un œil. 10 minutes. J'hésitais. D'un côté, le bon sens. De l'autre, la curiosité, attisée par le fait qu'on était tombé sur un véritable secret de la guerre froide. On avait effectivement un compteur Geiger dans nos sacs à dos. Une précaution standard pour les randonnées dans le parc de Yellowstone, connu pour son activité géothermique. Finalement, j'ai cédé. Même si j'aurais préféré le contraire, le raisonnement de Mike était logique. On a grimpé à travers le trou dans la clôture. Mike est passé en premier. À l'intérieur du périmètre, la forêt était différente. À l'extérieur, elle était vivante, pleine de sons. Le chant des oiseaux, le bourdonnement des insectes, le bruissement des feuilles. Ici, c'était le silence presque total. On s'est arrêté pour écouter. Rien. Même le vent semblait s'être calmé en passant à travers le grillage rouillé. Sous nos pieds, il y avait le même tapis épais d'aiguilles de pin et de mousse, mais il semblait sans vie. On ne voyait ni écureuil, ni chipmunk, aucune trace d'animaux. « C'est bizarre, c'est silencieux », murmura Mike. J'acquiesçai en sortant le compteur Geiger de mon sac à dos.
un petit appareil jaune. Je l'allumai. De légers cliquetis se firent entendre. Je regardai l'écran. 0,12 microsieverts par heure. Un niveau tout à fait normal et sans danger. « C'est bon, dis-je. Il n'y a pas de radioactivité. » Mike se détendit visiblement. « Je te l'avais bien dit. C'était sûrement juste un entrepôt ou un centre de communication abandonné depuis longtemps. » Nous nous enfonçâmes dans la forêt en nous orientant entre deux tours éloignées. La forêt était dense, mais praticable. De vieux pins et sapins couvertes de lichen. Au bout de 100 mètres, les arbres se sont brusquement écartés. On est arrivé au bord d'une clairière et on s'est figé. Devant nous s'étendait un cercle parfaitement régulier de terre nue. Juste de la terre, sans un brin d'herbe, sans la moindre trace de végétation. D'un diamètre d'environ 40 mètres à vue d'œil. La frontière entre le tapis forestier et cette clairière était si nette qu'on aurait dit que quelqu'un l'avait tracée au compas. Il n'y avait pas de transition progressive où l'herbe s'éclaircit puis disparaît. La mousse s'arrêtait tout simplement et laissait place à une terre nue, compacte, de couleur gris-brun. On a fait le tour du cercle. Il était parfaitement rond. Au centre, il n'y avait rien. Ni poteau, ni trou, ni aucune construction. Juste une surface plane et nue. « Qu'est-ce que ça peut être ?» a demandé Mike, dont l'assurance commençait à s'effriter. « Des produits chimiques, ai-je suggéré. Peut-être que quelque chose a été répandu ici, qui a tué toute la végétation. Mais pourquoi un cercle aussi régulier? Les produits chimiques se seraient bien répandus en suivant le relief. Ici, c'est parfait. Et la limite est trop nette. » Il avait raison. Cela ne ressemblait pas au résultat d'une contamination chimique. J'ai remis le compteur Geiger en marche et l'ai lentement déplacé le long du cercle. Les mesures restaient stables. Aucune anomalie. Mike s'est accroupi au bord du cercle. Il a touché la terre à l'intérieur. Elle est dure, comme du béton, et sèche, alors qu'il a plu hier. Je m'accroupis aussi. La terre était vraiment super dure et sèche au toucher, alors que le sol forestier autour était humide. Je pris un petit bâton et essayai de percer la surface à l'intérieur du cercle. Le bâton ne pénétra que d'1 centimètre et s'arrêta, comme s'il avait heurté une pierre. « Il y a peut-être quelque chose sous terre, le couvercle d'une mine ou d'un bunker, » dit Mike. « Un couvercle de 40 mètres, parfaitement rond et camouflé sous terre. Trop compliqué. Et pourquoi ?» Je ne voyais pas la logique. Mike se leva et, sans réfléchir, fit un pas à l'intérieur du cercle. « Mike, arrête !» criai-je, mais c'était trop tard. Il se tenait debout sur la terre nue, à 1 mètre de la limite. Rien ne se passa. Il me regarda, puis regarda ses pieds. « Rien, dit-il, juste de la terre ferme. » Il fit encore quelques pas vers le centre, en tapant du pied. Le bruit était sourd, comme s'il marchait sur du bitume recouvert de poussière. Il contourna le centre imaginaire et revint vers moi. Aucune sensation, ni plus chaud, ni plus froid, aucune vibration, juste de la terre morte. On était là, perplexe. Le mystère devenait de plus en plus étrange. L'absence de radiation, la forme parfaite, la nature incompréhensible de la surface. Tout ça ne collait pas. Ça ne ressemblait à aucun site militaire ou industriel que je connaissais. J'ai décidé de regarder encore une fois attentivement le bord du cercle. J'ai marché lentement le long du bord, en scrutant le sol, et j'ai remarqué quelque chose. Tout au bord, à moitié enfoui dans la terre dense, gisait un petit objet métallique. Il était terne et se confondait presque avec le sol. Je l'ai délicatement soulevé avec mon couteau et l'ai retiré. C'était un petit jeton en métal gris, de la taille d'une pièce de 500, mais plus épais. Sur un côté était grossièrement gravé le chiffre 7. L'autre côté était lisse, aucune autre inscription. « Regarde », dis-je en tendant la médaille à Mike. Il la prit et la tourna entre ses mains. « Une étiquette? Un numéro? Qu'est-ce que ça veut dire? » « Je sais pas, peut-être qu'il marquait même quelque chose.
des échantillons de sol par exemple. L'échantillon numéro 7, Mike haussa les épaules et mit le jeton dans sa poche. À ce moment-là, je levai les yeux et regardai la tour de surveillance la plus proche de nous. Elle était à une centaine de mètres. Sa silhouette rouillée se détachait clairement sur le ciel clair. Et tout en haut, quelque chose brilla. Ce n'était pas le reflet du soleil sur une feuille mouillée ou un reflet accidentel. C'était un reflet bref, net et vif, comme celui que produit le verre ou le métal poli. Comme si quelqu'un qui nous observait avec des jumelles avait bougé par inadvertance. Le reflet apparut pendant une seconde, puis disparut aussitôt. Je me suis figé, les yeux rivés sur la tour. Une structure rouillée et vide, aucun mouvement, aucun signe de vie. « T'as vu » ai-je demandé à voix basse, sans quitter la tour des yeux. « Vu quoi » Mike a suivi mon regard. « Ça a brillé, en haut, sur la tour. » Mike sortit de sa poche une petite lunette de voyage et la pointa vers la tour. Il regarda pendant une trentaine de secondes. « Je ne vois rien, il n'y a rien là-haut, juste des poutres rouillées. Tu as peut-être rêvé ? Un oiseau était passé, il a brillé avec son aile. »« Il n'y a pas d'oiseau ici, Mike, » répondis-je. Et ce n'était pas le reflet d'un oiseau, c'était du verre, une lentille. On se regarda. Le silence de la forêt ne semblait plus simplement étrange, il était désormais inquiétant. La prise de conscience qu'on n'était pas seul fut soudaine et tout à fait rationnelle. Quelqu'un nous observait depuis une tour construite en 1952. « On se tire » dit Mike. Il n'y avait pas de panique dans sa voix, seulement une froide détermination. Tout de suite. On ne s'est pas mis à courir, on a marché rapidement, en reprenant le chemin par lequel on était venu. Je ne me suis pas retourné, mais je sentais un regard dans mon dos. La sensation était si forte que j'avais la chair de poule. Le moindre bruit derrière moi me faisait sursauter. On a marché en silence jusqu'à la clôture, on a rapidement rampé à travers un trou, et ce n'est qu'une fois dehors, dans la forêt, vivante, qu'on s'est permis de s'arrêter et de reprendre notre souffle. Les sons du monde normal, comme le chant d'un oiseau ou le bruit du vent dans les arbres, n'avaient jamais été aussi apaisants. On a décidé de ne pas camper dans les environs. On a marché encore 3 miles jusqu'à ce qu'on arrive à une large rivière indiquée sur notre carte. C'est seulement là, sur la rive dégagée, qu'on s'est senti relativement en sécurité. Le soir, assis autour du feu, on a à peine parlé. Les événements de la journée nous pesaient. Mike a sorti de sa poche le jeton métallique et a recommencé à l'examiner. Il était fait d'un alliage léger, mais solide. Il le fit tourner entre ses doigts, puis sortit de sa trousse de réparation un petit aimant puissant qu'il utilisait pour ramasser les vis égarées. Il approcha l'aimant du jeton. Rien. Le jeton ne réagissait pas. Il n'était pas en acier ni en fer. « Il n'est pas magnétique », dit Mike en regardant tour à tour le jeton et moi. Je regardais le feu. Une seule pensée tournait dans ma tête. Quelqu'un utilisait encore les tours de guet, construites il y a 70 ans pour surveiller un cercle de terre désert au milieu du parc de Yellowstone. Et cette personne nous avait vus aujourd'hui, et elle savait que nous savions qu'elle existait. Les 2 jours suivants de la randonnée se sont déroulés dans le brouillard. On a suivi l'itinéraire prévu, traversé des rivières, gravi des cols, mais on le faisait machinalement. Les conversations étaient courtes et ne portaient sans tom que sur des choses essentielles. Où installer la tente, combien il restait de gaz, quelles étaient les prévisions météo. Mais un sujet tacite planait entre nous. On repassait sans cesse dans nos têtes les événements qui s'étaient déroulés près du périmètre. La nuit, je dormais mal. J'avais l'impression de voir la lueur sur le sommet de la tour rouillée. Mike avait aussi l'air épuisé. Il sortait sans cesse de sa poche un jeton métallique gris et le tournait entre ses doigts. Le 3e jour, alors qu'on approchait de la sortie du parc, Mike a enfin rompu le silence. « On doit prévenir quelqu'un. »
a-t-il dit sans me regarder. À qui? Demandai-je. Aux des gardes forestiers? On va leur dire qu'on s'est égaré, qu'on a franchi une clôture avec une pancarte, zone interdite, et qu'on a cru voir quelqu'un dans la tour. Au mieux, on va se faire verbaliser pour infraction et se faire ridiculiser. Et si ce n'est pas aux gardes forestiers, à la police, au FBI? Même résultat, Mike. On n'a aucune preuve. Juste le récit de 2 touristes qui se sont aventurés là où ils n'auraient mieux pas dû. Et ce badge. Il désigna son poignet. Un morceau de métal incompréhensible avec le chiffre 7. Ce n'est donc pas une preuve. On se tut. Je savais où il voulait en venir et je savais qu'il avait raison. Pour qu'on nous croie, pour que quelqu'un prenne ça au sérieux, on avait besoin de preuves. Des photos, des vidéos, des coordonnées précises. On n'a pas pris une seule photo, dis-je. On est parti trop vite. Il faut y retourner, a conclu Mike. Je m'attendais à ces mots, mais j'ai quand même senti un frisson dans le ventre. L'idée de retourner à un endroit où quelqu'un nous avait clairement observés semblait folle. Mais en même temps, je savais qu'on ne pourrait pas simplement oublier ça. Le mystère de cet endroit nous avait déjà happés. Le cercle de terre nue, le silence, le jeton, le reflet sur la tour. Ces images ne me quittaient pas. Si on y retourne, il faut se préparer, ai-je dit en me résignant. Pas comme la dernière fois. Il nous faut du matériel. On est sorti du parc le lendemain et on a rejoint la petite ville de Jackson. On a d'abord pris une chambre dans un motel et on s'est mis devant l'ordi portable. On a passé plusieurs heures à chercher sur Internet. On a tapé toutes les combinaisons possibles. Site militaire de Yellowstone, base secrète 1952, projet zone morte. Résultat, rien. Aucun document officiel, aucune mention. Juste quelques fils de discussion sur des forums conspirationnistes où ce sujet était mélangé à des histoires d'extraterrestres et de yétis. On a vite laissé tomber ces bêtises. Il était clair que si ce périmètre existait dans des archives, celles-ci étaient classées top secret. On est alors passé à la planification. On a dépensé presque tout l'argent qui nous restait. On a acheté un petit quadricoptère de bonne qualité, équipé d'une caméra capable de filmer en haute résolution. On a aussi acheté un appareil photo avec un téléobjectif puissant. On a pris plusieurs conteneurs pour prélever des échantillons de sol et j'ai insisté pour acheter 2 radios puissantes avec des casques pour pouvoir communiquer à distance sans avoir à crier dans la forêt. 3 jours plus tard, on était de retour à Yellowstone. Cette fois, on est arrivé par un autre chemin en essayant de ne pas se faire remarquer. On a laissé la voiture sur un parking éloigné et on s'est enfoncé dans la forêt. Notre nouveau plan était simple et, à notre avis, sûr. On n'allait pas entrer dans le périmètre. On allait installer notre campement à une distance sûre, à environ un demi-mile de la clôture. Toute la reconnaissance serait effectuée à l'aide d'un drone. On prendrait des photos du cercle, des miradors, de la clôture, puis on partirait. On a trouvé un endroit approprié pour notre campement dans un ravin à l'abri des regards indiscrets. De là, il fallait environ 15 minutes pour rejoindre la clôture. On a monté la tente et préparé notre équipement. La tension montait. Ce n'était plus juste une balade. On se sentait comme des espions en territoire ennemi. Je vais aller jusqu'à la limite du périmètre. Je ferai décoller le drone de là, a dit Mike en vérifiant la batterie du drone. Tu restes ici, en contact. Tu surveilles les alentours. Si quelque chose ne va pas, si je ne te contacte pas dans l'heure, retourne à la voiture. D'accord, ai-je répondu en hochant la tête. Sois prudent. Il est parti. Je suis resté seul au campement. J'ai allumé la radio et mis l'écouteur dans mon oreille. Silence. Assis sur un arbre tombé, je serrais ma radio dans ma main et tendais l'oreille pour écouter les bruits de la forêt. 20 minutes plus tard, la voix de Mike retentit dans mon oreillette. Je suis en place, près de la clôture,
à environ 100 mètres, à l'est de l'ancienne cachette. Je me prépare à décoller. Tu m'entends? Je t'entends très bien, répondis-je. Tout est calme. Compris. Je lance le drone. Première cible. Le cercle. J'entendais un léger bourdonnement dans la radio. Mike commentait ce qu'il voyait sur l'écran de la télécommande. Je passe au-dessus des arbres. Le voilà. Merde, vu d'en haut, il a l'air encore plus bizarre, parfaitement plat. Comme si quelqu'un avait découpé un morceau de terre avec un couteau géant. Je fais quelques passages, je filme. Il se tue pendant quelques minutes. Je restais assis, retenant mon souffle. J'ai les photos du cercle. Je me dirige maintenant vers les tours. Je commence par celle qui était la plus éloignée de nous. La tour est. À nouveau le silence. J'imaginais le petit drone volant au-dessus des cimes des arbres morts. J'approche de la tour. La structure est complètement rouillée. Certaines poutres sont tordues. La plateforme est vide. Rien. Je passe à la suivante. La nord. Pause. La nord est vide aussi. Complètement. Aucune trace de présence humaine. De la rouille et des fientes d'oiseaux. Tu as peut-être imaginé quelque chose avec le reflet? Vérifie celle qui était plus proche de nous. La sud-ouest. Ai-je insisté. Ok, j'y vais. Il me reste 30% de batterie. Faut se dépêcher. Ce fut la plus longue pause. J'écoutais attentivement, mais je n'entendais qu'un léger sifflement. Finalement, la voix de Mike revint. Mais elle était différente, calme et tendue. « Jake, commença-t-il, tu dois voir ça. Je ne sais pas ce que c'est. »« Qu'est-ce qu'il y a » m'écriai-je en me levant d'un bond. « Sur la tour, il y a quelque chose sur la plateforme supérieure. Ce n'est pas un être humain, c'est un équipement. » « Quel genre d'équipement ?» ?»« On dirait une caméra, mais très sophistiquée. Plusieurs objectifs pointés dans différentes directions. Et elle est montée sur un trépied moderne, en carbone. À côté, il y a un petit panneau qui ressemble à un panneau solaire. Tout ça a l'air tout neuf. Ça brille. Ça n'est pas là depuis plus d'1 an. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Je ne m'étais donc pas trompé. Le reflet venait bien de cette caméra. Elle est dirigée vers le cercle? Oui, l'objectif principal est pointé exactement vers le centre du cercle. Les autres semblent bomber couvrir le périmètre. Jake, c'est un système de surveillance, actif, moderne. Fais descendre le drone, sors-le de là, ai-je crié dans la radio. Attends, je dois prendre une photo de bonne qualité. À ce moment-là, j'ai entendu dans mon écouteur un craquement sec et fort, comme une décharge d'électricité statique. Puis, le silence total. Mike, réponds. Tu m'entends? Pas de réponse, juste un sifflement régulier. Mike! J'ai crié dans la radio encore et encore. Inutile. La communication était coupée. J'ai regardé ma montre. Ça faisait 45 minutes qu'il était parti. D'après notre plan, il me restait encore 15 minutes. Mais je ne pouvais pas rester là. J'ai attrapé mon sac à dos, vérifié que mon couteau et ma lampe étaient bien là, et je me suis précipité dans la direction où Mike était parti. J'ai couru à travers la forêt, enjambant les racines et les arbres tombés, sans me soucier du chemin. Je n'avais qu'une seule idée en tête. Il était arrivé quelque chose. Je suis arrivé à la clôture, à peu près là où, d'après mes calculs, Mike aurait dû se trouver. Il n'était pas là. J'ai couru le long de la clôture dans un sens, puis dans l'autre. Rien. Je me suis arrêté pour reprendre mon souffle et calmer ma panique. Peut-être qu'il rentrait au camp par un autre chemin. Peut-être que sa radio était simplement tombée en panne. J'ai essayé de le rappeler. Silence. Et là, j'ai vu la télécommande du drone par terre. Elle était au pied d'un grand arbre, l'écran vers le haut. Je me suis précipité et je l'ai attrapé. L'écran était noir. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. Rien. La batterie était complètement déchargée. Ou alors, la télécommande était hors service. J'ai senti le désespoir m'envahir.
Mike avait disparu. Sa radio ne répondait pas. Le drone était probablement perdu. Je me tenais seul près d'une clôture rouillée, derrière laquelle se trouvait un système de surveillance moderne et sophistiqué dont personne ne connaissait l'existence. J'étais sur le point de courir vers le camp, puis vers la voiture pour donner l'alerte, quand mon regard s'est posé sur quelque chose par terre, à quelques mètres de la télécommande. C'était le drone. Il était couché dans l'herbe, retourné. Une de ses hélices était cassée. On aurait dit qu'il était simplement tombé du ciel. Je me suis précipité vers lui. Il était intact, à l'exception de l'hélice. J'ai retiré la carte mémoire. C'était le plus important. Elle devait contenir toutes les vidéos et toutes les photos. Les preuves. J'ai mis la carte dans ma poche et j'ai regardé autour de moi. Aucun signe de lutte, aucune trace de Mike, à part la télécommande et le drone tombé par terre. Où avait-il bien pu passer? Il ne pouvait pas avoir disparu comme ça. J'ai lentement repris le chemin du campement, en regardant sans cesse derrière moi. La forêt semblait hostile, chaque ombre était menaçante. De retour au campement, j'ai constaté que rien n'avait changé. La tente était toujours là, les affaires de Mike à côté. Il n'était pas revenu. J'ai attrapé l'ordinateur portable et, les mains tremblantes, j'ai inséré la carte mémoire du drone. Le dossier contenant les fichiers s'est ouvert. Il y avait des vidéos du survol du cercle, des photos des tours vides. Et le dernier dossier, Hughes Tour. Il contenait plusieurs photos. J'ai ouvert la dernière. La qualité était excellente. Sur la plateforme rouillée d'une vieille tour, sur un trépied moderne et brillant, se trouvait une caméra. Un appareil sophistiqué avec plusieurs objectifs, des capteurs et une petite antenne. À côté, un panneau solaire noir. Tout était dirigé vers le cercle mort. J'ai agrandi l'image. Il n'y avait aucun signe distinctif, numéro de série ou logo sur le boîtier de la caméra. Juste un boîtier lisse, noir et mat. C'était une preuve irréfutable. Et puis j'ai remarqué autre chose. À l'arrière-plan, sur l'un des supports de la tour, j'ai vu un rectangle blanc à peine visible. J'ai agrandi cette partie de la photo au maximum, jusqu'à ce que l'image commence à se décomposer en pixels. C'était une plaque, petite, en plastique, fixée à la poutre avec un serre-câble. Il n'y avait qu'un seul mot, imprimé en caractères simples. Ce mot était 8. Une plaque avec le chiffre 8. Pas 8e objet, pas un numéro de série, juste 8. Comme avant, il y avait une plaque avec le chiffre 7. Ce n'était pas un hasard, c'était un système. Et ce système venait d'engloutir mon pote. La panique a fait place à une peur glaciale et animale. J'ai compris que rester ici, c'était se suicider. Ils avaient emmené Mike. Ils avaient éteint nos appareils électroniques. Ils savaient donc que j'étais là. Mon campement était la prochaine cible évidente. Je n'ai pas pris le temps de rassembler mes affaires méthodiquement. J'ai fourré dans mon sac à dos mon ordinateur portable, mon disque dur avec mes sauvegardes, mon sac de couchage et le reste de ma bouffe. J'ai laissé la tente de Mike, son sac à dos, notre matériel de cuisine. Je n'avais ni le temps ni la force de tout porter. Mon seul but était de sortir vivant de cette forêt, avec les preuves. Je courais. Je ne marchais pas vite, je courais à perdre haleine. Je ne me retournais pas, mais je sentais dans mon dos le même poids que la première fois. Seulement maintenant, il était multiplié. Ce n'était pas juste un regard. C'était la certitude qu'on pouvait venir me chercher à tout moment. La forêt, qui me semblait majestueuse et magnifique une semaine auparavant, était maintenant un labyrinthe plein de dangers. Chaque craquement de branches me faisait sursauter. Je ne suivais pas le sentier, mais fonçais droit devant moi en me guidant avec ma boussole vers le sud-est en direction de la route. Après 1 heure de course effrénée, je me suis arrêté pour reprendre mon souffle, appuyé contre un arbre, et j'ai vu une petite entaille à hauteur des yeux sur le tronc d'un pin. Elle était fraîche,
et encore coulante de résine. Je n'y aurais pas prêté attention si ce n'était pour sa forme. C'était le chiffre 9, soigneusement gravé. Je me suis figé. Ça ne pouvait pas être là. J'avais couru sans suivre de route, choisissant mon chemin au hasard. Il ne pouvait m'en pas savoir où je passerais. Mais la marque était là. Ce n'était pas un avertissement, c'était un message. Il signifiait « On sait où tu es. On va plus vite que toi. On a toujours une longueur d'avance. » Je ne me suis plus arrêté. Je suis arrivé à ma voiture tarde dans la soirée, complètement épuisé, couvert d'égratignures et de boue. Le soulagement de voir ma voiture familière était immense, mais il a rapidement fait place à la paranoïa. J'ai inspecté la voiture sous tous les angles, j'ai regardé sous le châssis, j'ai vérifié l'intérieur, rien d'inhabituel. J'ai démarré et quitté le parking en regardant constamment dans le rétroviseur. Personne ne me suivait. Je ne suis pas allé à l'hôtel. Je me suis rendu directement au bureau du shérif du comté de Teton, à Jackson. C'était la seule bonne décision à prendre. J'ai été reçu par l'adjoint du shérif, un homme corpulent d'une 50aine d'années, aux yeux fatigués, qui s'appelait Henderson. Je devais avoir l'air d'un fou, sale, échevelé, les yeux brillants. J'ai essayé de parler aussi calmement et clairement que possible. J'ai commencé par le plus important. Mon pote, Michael Vance, a disparu dans le parc de Yellowstone. On faisait une randonnée. Je l'ai vu pour la dernière fois cet après-midi. Henderson m'écoutait attentivement, prenant des notes dans son carnet. Il m'a posé les questions habituelles. Nos noms, notre âge, notre expérience en randonnée, notre itinéraire, notre équipement. J'ai répondu à tout, sauf à la question sur l'itinéraire. On s'est un peu perdu, ai-je dit. Dans la partie nord-ouest du parc, je peux vous montrer l'endroit exact sur la carte. Que s'est-il passé? Vous vous êtes séparés. Et là, j'ai fait une erreur. Au lieu d'inventer une bonne histoire simple sur Mike, qui était parti chercher de l'eau et n'était pas revenu, j'ai décidé de lui dire la vérité. Je pensais que les preuves sur mon ordinateur portable le convaincraient. Je lui ai tout raconté. La clôture, le cercle, le silence, le reflet sur la tour. De notre deuxième expédition, du drone et de ce qu'on avait vu sur la caméra. De la façon dont la communication avait été coupée et dont Mike avait disparu. Henderson écoutait sans l'interrompre, son visage devenant de plus en plus impénétrable. Quand j'eus terminé, il se renversa sur sa chaise. « Donc, vous dites, monsieur, » dit-il en jetant un coup d'œil à son bloc-notes, « Monsieur Carter, que vous vous êtes introduit illégalement dans un site clôturé que vous considérez comme une base militaire secrète. Là-bas, vous avez utilisé un drone pour filmer, puis votre pote a disparu, et vous avez décidé qu'il avait été enlevé par des agents secrets qui surveillaient cet endroit à l'aide de caméras modernes. Je n'ai pas parlé d'agents, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai des preuves. J'ai ouvert l'ordinateur portable qui était posé sur mes genoux depuis tout à l'heure. J'ai trouvé la photo en question et j'ai tourné l'écran vers Henderson. Voilà, ça a été pris par notre drone aujourd'hui. Une tour rouillée datant des années 50 et un tout nouveau système de surveillance. Regardez vous-même. Il s'est penché et a examiné l'image pendant quelques secondes. Je l'ai vu agrandir l'image, examiner les détails. Je m'attendais à de la surprise, à des questions, à des appels à ses supérieurs. Mais il s'est simplement redressé et m'a regardé d'un air fatigué. Photo intéressante. Je vais devoir ajouter cet ordinateur portable au dossier comme pièce à conviction. Et la carte mémoire de ton drone aussi. Il n'avait pas l'air choqué. On aurait dit que je lui avais raconté une nouvelle histoire farfelue d'un touriste égaré. Mais il a suivi le protocole. Il a officiellement enregistré ma déclaration de disparition. Il m'a dit qu'ils organiseraient une opération de recherche et de sauvetage le lendemain matin et que je devrais les accompagner. Il a pris mon ordinateur portable et la carte mémoire, les a mis dans un sac pour les preuves. Je me suis retrouvé sans aucune preuve. Le lendemain matin,
C'était surréaliste. J'étais dans un hélicoptère avec 3 sauveteurs et Henderson. On volait au-dessus d'une mer verte d'arbres. J'ai indiqué un carré au pilote et on a atterri dans la clairière la plus proche. De là, on a continué à pied. Je les guidais avec assurance. Je me souvenais bien du chemin. Au bout d'une demi-heure, on est arrivé à un endroit familier, mais quelque chose clochait. La clôture était toujours là, mais le trou par lequel on avait grimpé avait disparu. Il avait été soigneusement bouché par un nouveau morceau de grillage qui brillait au soleil. Et les panneaux. Les vieux panneaux rouillés, Dead Zone, 1952, avaient miam disparu. À leur place, de nouvelles plaques Péchambole blanches, standard avec des lettres noires, étaient accrochées au poteau. Propriété du gouvernement des États-Unis, accès interdit, zone de recherche géothermique. De recherche géothermique? J'ai regardé Henderson. Il a haussé les épaules, impassible. Un des sauveteurs a coupé le grillage avec une grosse pince et on est entré. C'était super calme, le même silence oppressant, sans vie. On est arrivé à la clairière et je m'arrêtais, n'en croyant pas mes yeux. Le cercle avait disparu. À sa place, il y avait une parcelle rectangulaire de gazon frais et vert vif. Partout, de jeunes pins d'1 mètre de haut avaient été plantés. Tout cela ressemblait au travail d'un paysagiste, réalisé littéralement en une nuit. Il n'y avait aucune trace de terre nue et compactée, aucun cercle parfait. « Ici », murmurai-je. Le cercle était ici. Henderson me regarda, puis regarda la clairière, puis me regarda à nouveau. Son regard exprimait un mélange de pitié et de suspicion. J'ai pointé la tour sud-ouest. La caméra était là. Le sauveteur a levé ses jumelles. « Il n'y a rien là-bas, monsieur. La tour était vide, rouillée. Ils ont fouillé tout le terrain. Ils ont trouvé notre campement. La tente de Mike, ses affaires, tout était là. Mais Mike n'était pas là. Il n'y avait aucune trace de lutte ou de fuite. » Le chef de l'équipe de sauvetage s'approcha de Henderson. Ils discutèrent à voix basse en me jetant des regards. Je compris tout sans un mot. À leurs yeux, j'étais soit fou, soit pire, encore, le principal suspect dans la disparition de mon propre ami. Mon histoire de caméra secrète sur cette pelouse fraîchement tondue semblait complètement dingue. Les recherches ont été abandonnées dans la soirée. On m'a dit de ne pas quitter la ville. Je suis retourné dans ma chambre d'hôtel. Seul, sans Mike, sans preuve, sans espoir que quelqu'un me croie. J'étais coincé. Ils n'avaient pas simplement fait disparaître Mike. Ils ont effacé l'endroit, changé la réalité et fait passer pour un menteur. J'étais assis sur le lit d'une chambre bon marché, les yeux fixés sur le mur. Le téléphone posé sur la table de chevet a vibré. Un numéro inconnu, sans identifiant. J'ai hésité, mais j'ai quand même répondu. « Allô ?» Il n'y avait rien dans le combiné. Quelques secondes de silence total. Puis j'ai entendu un bruit court et sec, le même bruit de parasite que j'avais entendu dans la radio, 1 seconde avant que Mike disparaisse. Après ça, il y a eu quelques bips. Le message était super clair. « On sait où tu es. On t'écoute. Tais-toi. » Je suis resté dans ma chambre de motel pendant 2 jours. 2 jours de pure terreur. J'avais tiré les rideaux et je ne sortais pas. Chaque voiture qui passait me semblait être une voiture de surveillance. Chaque coup de téléphone dans la chambre voisine me faisait sursauter. J'étais sous surveillance et je le savais. Ils attendaient que je craque, que je m'enfuis ou que je fasse une erreur. Henderson m'a appelé une fois pour me demander si je me souvenais de quelque chose. Il était poli, mais froid. Il ne voyait plus en moi une victime. Le 3e jour, j'ai compris que l'attente était une mort lente. Ils avaient déjà montré qu'ils pouvaient modifier le monde physique pour me discréditer. La prochaine étape pouvait être n'importe quoi. Des preuves de placer dans ma voiture, de faux témoignages. Je devais disparaître avant qu'ils ne décident de serrer la boucle. J'ai élaboré un plan, simple et risqué. Pendant la nuit, je suis sorti du motel par la porte arrière.
J'ai laissé la lumière et la télé allumées dans la chambre pour faire croire que j'étais là. Je ne suis pas allé à ma voiture dans le parking. À la place, j'ai marché jusqu'à un distributeur automatique à la périphérie de la ville et j'ai retiré tout l'argent que j'avais, environ 2000 $. J'ai ensuite marché encore 3 kilomètres jusqu'à un supermarché ouvert 24 heures sur 24. Là, j'ai acheté un sac à dos bon marché, un peu de nourriture, de l'eau et surtout un téléphone portable jetable. J'ai éteint mon ancien smartphone, retiré la carte SIM et la batterie, puis j'ai jeté le tout dans différentes poubelles. J'ai fait du stop avec un camionneur qui allait vers l'Idaho. Je l'ai payé en cash et il n'a pas posé de questions. J'ai vu le jour se lever dans un autre état. À Idaho Falls, je suis allé dans une bibliothèque publique. Pour la première fois depuis plusieurs jours, je me suis senti relativement en sécurité. Ici, j'étais juste un visiteur de plus, penché sur un écran d'ordinateur. Je n'ai pas cherché d'infos sur la zone morte. C'était une impasse. J'ai décidé de suivre la seule piste qu'ils m'avaient délaissée. Leur mensonge officiel. Zone d'études géothermiques. J'ai commencé à passer en revue les archives du Service géologique des États-Unis, les rapports du ministère de l'Énergie, les publications universitaires. Les heures ne passaient. Je cherchais toute mention de projets géothermiques dans le cadran nord-ouest de Yellowstone. La plupart des rapports concernaient des champs de geyser connus. Mais après 6 heures de recherche, je suis tombé sur ça. Une brève mention dans l'annexe d'un rapport environnemental de 1996. Il parlait d'un permis donné à l'Université d'État du Montana pour faire une exploration sismique et géothermique limitée, dans une zone qui correspondait à peu près à celle que je cherchais. Le projet était court et, apparemment, n'avait pas donné grand-chose. Mais il y avait des noms dans le document. Le chef du projet était le Dr Alastair Finch, prof de géologie. C'était ma seule chance. J'ai passé 1 heure de plus à fouiller dans des bases de données publiques pour le trouver. Le Dr Finch avait pris sa retraite 12 ans auparavant. J'ai trouvé son adresse actuelle. Il vivait à Bozeman, dans le Montana, à seulement quelques heures de route. J'ai acheté une vieille Toyota, toute cabossée en cash, et j'ai pris la route pour Bozeman. Je ne savais pas quoi lui dire. Je ne pouvais pas débarquer chez un vieux prof et lui parler de chambres mystérieuses et de personnes disparues. La maison de Finch était petite et bien entretenue, avec un jardin soigné. J'ai vu un homme aux cheveux gris et maigre qui taillait des roses. C'était lui. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je l'ai observé pendant quelques minutes, rassemblant mes idées. Puis je suis sorti de la voiture et je me suis approché de lui. « Dr Finch ?» ai-je demandé. Il s'est redressé et m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Oui, on se connaît ?»« Non, monsieur. Je m'appelle Jake Carter. Je suis journaliste indépendant. J'écris un article sur l'histoire de la recherche géologique à Yellowstone et je suis tombé sur un rapport concernant votre projet de 1996. C'était une légende un peu bancale, mais je n'avais rien trouvé de mieux. « Ah, ce projet », dit-il avec un petit sourire. « C'était il y a longtemps. Des efforts inutiles pour la plupart. On n'a rien trouvé d'intéressant. Je peux t'aider ? Je voulais juste clarifier quelques détails. Le rapport mentionnait des problèmes avec l'équipement dans la partie nord de votre secteur. Des pannes électroniques. Vous vous souvenez de quoi il s'agissait ? » Son sourire s'effaça. Il me regarda plus attentivement. « Ce sont des détails techniques, jeune homme. Ça fait presque 30 ans. Dans cette zone, ai-je décidé de tenter ma chance. Il y a une vieille clôture, militaire, construite dans les années 50. Finch a posé son sécateur. Son visage s'est durci. Notre mission ne comprenait pas l'étude de structures artificielles. Nous nous occupions exclusivement de géologie. Alors, vous l'avez vu ? On a vu beaucoup de choses. C'est une région sauvage.
Vous feriez mieux de partir, monsieur Carter. Je ne pense pas pouvoir vous aider. » Il se retourna pour rentrer dans la maison. J'avais une dernière chance. « Il laisse mes marques, » lui dis-je dans le dos. Des chiffres, 7, 8, 9. Alastair Finch s'est figé à mi-chemin du porche. Il s'est lentement retourné. Son visage était pâle. Ses yeux reflétaient une peur que je connaissais bien. C'était la peur d'un homme qui avait été confronté à quelque chose d'inexplicable et qui avait été contraint de garder le silence pendant des décennies. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Sa voix était à peine audible. Des chiffres, une séquence. On a trouvé un jeton avec le chiffre 7. J'ai vu une plaque avec le chiffre 8. J'ai trouvé une marque avec le chiffre 9 sur le chemin. Il me regarda pendant quelques secondes, puis me fit signe de le suivre d'un geste rapide. Dans la maison, vite. À l'intérieur, il verrouilla la porte et tira les rideaux du salon. Les mains tremblaient pendant légèrement. « Qui êtes-vous vraiment ?» demanda-t-il. « Un homme dont l'ami a disparu là-bas il y a 3 jours, répondis-je. J'ai tout dit à la police. Ils ne m'ont pas cru. Ils ont tout effacé. Le cercle, les caméras, tout. Le cercle, murmura-t-il. Alors il est toujours là-bas. Il s'assit dans un fauteuil, paraissant avoir pris 10 ans. Je le savais. J'ai toujours su que ce n'était pas un accident. De quoi parlez-vous ? Il y avait un jeune stagiaire dans mon équipe. Brian, un gars intelligent et curieux. Trop curieux. On nous a prévenus quand on a commencé à bosser. 2 types en civil se sont présentés comme des agents du service des parcs nationaux. Mais ils n'avaient pas d'uniforme. Ils nous ont montré cette zone clôturée sur une carte et nous ont dit de rester à l'écart. Ils ont dit qu'il y avait une activité géothermique instable et que des émanations toxiques pouvaient se produire. C'était des mensonges, bien sûr. Notre équipement indiquait que tout était calme. Il fit une pause pour rassembler ses pensées. Brian n'a pas écouté. Il disait que ses appareils devenaient fous près de la clôture. Il y était retourné plusieurs fois tout seul. Il m'a dit qu'il avait trouvé une ligne de vieux poteaux métalliques enfoncés dans le sol, qui s'enfonçait dans la forêt à partir du périmètre. Et puis, il a disparu. On l'a cherché pendant 1 semaine. La version officielle, c'est qu'il est tombé dans un ravin et qu'il a été emporté par la rivière. On n'a jamais retrouvé son corps. Finch se leva et se dirigea vers un vieux coffre-fort en métal caché derrière un tableau. Il tripota longtemps la serrure, puis l'ouvrit et en sortit une petite boîte en carton. Il la posa sur la table et l'ouvrit. La veille de sa disparition, il m'a montré ça. Il l'avait trouvé près d'un de ses poteaux. À l'intérieur de la boîte, sur un fond de velours noirci par le temps, se trouvait un jeton métallique. Il était fait du même métal gris et non magnétique que le nôtre. Il avait la même forme et la même taille. Et un chiffre y était gravé. 6. Le jeton avec le chiffre de 6 était posé sur la table entre nous. Il était froid et lourd, comme une encre qui nous tirait vers le passé, vers une tragédie étrangère qui faisait désormais partie de la nôtre. Finch m'a raconté tout ce qu'il se rappelait de Brian, ses théories, ses croquis dans son carnet de terrain. Brian pensait que la clôture de 1952 n'avait pas été construite pour cacher quelque chose à l'intérieur. Il pensait qu'elle avait été construite autour de quelque chose qui s'y trouvait déjà. Il était obsédé par cette ligne de poteaux, m'a dit Finch en sortant une vieille carte topographique jaunie de son étui. C'était la carte de leur expédition. Il a marqué les 3 premiers poteaux qu'il a trouvés. Regarde. Il a pointé son crayon vers un point situé à l'extérieur du périmètre marqué en rouge. De là, partait une ligne pointillée qui s'étendait vers le nord-ouest, en direction des montagnes. La ligne était marquée d'un point d'interrogation. Les poteaux étaient en dada vieux, en acier d'avant-guerre, enfoncés très profondément. Il disait qu'ils formaient une ligne parfaitement droite,
sans tenir compte du relief. C'était comme si elle indiquait quelque chose, ou qu'elle venait de quelque part. On était resté assis devant la carte pendant plusieurs heures. On a utilisé mon nouvel ordinateur portable pour superposer l'ancienne carte de Finch sur des images satellites récentes. Si on la prolongeait, la ligne traversait plusieurs crêtes et aboutissait dans une zone indiquée sur les vieilles cartes, comme « Mines abandonnées » de Silver Creek. C'était un endroit qui avait connu la ruée vers l'or à la fin du 19e siècle, abandonné depuis longtemps et envahi par la forêt. Il se trouvait à une quinzaine de kilomètres de la zone morte. S'il y a quelque chose, dis-je, c'est là-bas, à l'autre bout de cette ligne. Ils ne mettront pas de caméra là-bas. C'est trop loin, trop vieux. Je ne peux pas venir avec vous, dit Finch. Sa voix était pleine de regrets. Mais je peux vous donner tout ce que j'ai. On passa la journée suivante à se préparer. Finch me fournit son vieux mais fiable équipement de randonnée. On étudia les cartes et traça l'itinéraire le plus sûr. Je n'étais plus un fugitif effrayé. La peur n'avait pas disparu, mais elle avait désormais un but. Je devais aller jusqu'au bout, pour Mike, pour Brian. Le chemin jusqu'aux mines abandonnées nous prit 2 jours. J'avançais prudemment, en évitant les espaces ouverts, vérifiant constamment que personne ne me suivait. Mais la région était sauvage et déserte, aucun signe, aucun indice de poursuite. Ici, les autorités semblaient absentes. La zone des mines offrait un spectacle lugubre. Quelques de bâtiments en bois, à moitié effondrés, enracinés dans le sol, des carcasses de wagonnets, des entrées de galeries encombrées. J'ai commencé mes recherches à partir du lit du ruisseau qui avait donné son nom à cet endroit. J'avançais en passant méthodiquement au peigne fin, le sol avec le détecteur de métaux que Finch m'avait prêté. J'ai cherché presque toute la journée. Et alors que je désespérais déjà, l'appareil a émis un signal faible mais distinct. J'ai commencé à creuser. À environ 30 cm de profondeur, mon couteau a touché du métal. C'était bien ça. Le bord supérieur d'un poteau en acier, recouvert d'une couche de rouille et de terre. Il était identique à celui que Brian avait décrit. J'avais trouvé la ligne. Il fallait maintenant la suivre. Je trouvais un poteau tous les 100 mètres environ. La ligne me conduisait en haut de la pente, vers la partie la plus ancienne de la mine. Elle m'a mené à une petite entrée de mine presque entièrement ensevelie. Devant elle se dressait un énorme pin vieux d'au moins 150 ans. La ligne de poteaux s'arrêtait là. J'ai contourné l'entrée ensevelie et je l'ai vue. Près de la racine du pin, à moitié caché par la terre et les aiguilles de morte, gisait un autre jeton. Il était du même métal et de la même forme que les jetons 6 et 107. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Je me suis agenouillé et l'ai déterré avec précaution. Il était recouvert d'une épaisse couche de boue. Je l'ai essuyé avec la manche de ma veste. Il n'y avait pas de chiffres dessus. Il y avait des mots gravés. 2 mots, l'un au-dessus de l'autre. La gravure était ancienne, moins nette que sur les autres jetons. J'ai regardé les lettres, sans comprendre tout de suite leur sens. Le premier mot était Tunguska. Le deuxième était une date, 1908. J'étais assis par terre, tenant ce morceau de métal dans ma main. Tunguska, 1908. Je n'avais aucune théorie cohérente en tête, juste un bruit blanc assourdissant. Je regardais ce jeton, puis l'entrée encombrée de la mine, puis vers le nord-est, dans la direction où, à plusieurs kilomètres de là, se trouvait un cercle parfaitement régulier de terre morte. J'ai compris. Le périmètre de 1952 n'était pas le début. Ce n'était pas un lieu d'essai ou une base secrète. C'était juste une nouvelle tentative. Une tentative de construire une cage autour de quelque chose. Quelque chose qui avait été trouvé ici, dans cette mine, et qui était lié à un événement qui s'était produit un demi-siècle plus tôt, à des milliers de kilomètres de là. Ou peut-être que ça n'avait pas été trouvé. Peut-être que ça était arrivé. Et la ligne de poteau n'était pas un repère. C'était la première clôture, toute basique.
Les chiffres 6, 7, 8, 9, ce n'étaient pas juste des marques, c'étaient donc des numéros d'incidents, des numéros de victimes, ou des numéros de tentatives ratées pour contenir ça. Mike n'était pas le 7e sur la liste générale, il était le 7e dans le nouveau cycle. Je me suis levé. Dans ma poche, il y avait un petit aimant provenant d'un kit de réparation. Je l'ai machinalement approché du jeton. Aucune réaction. Le métal était Yabi mort. J'ai mis le jeton dans ma poche avec le reste de mes affaires et je suis retourné à la voiture. Je n'avais plus rien à faire ici.